Si tu me suis depuis quelques temps, tu es au courant que je suis développeuse iOS à la base. Mais pas que. J'adore explorer, bidouiller, comprendre, me casser la tête sur un problème, le résoudre et surtout le partager. Sauf que pour apprendre, évoluer et pouvoir partager tout ce que tu apprends justement sur Internet, il faut sortir de sa zone de confort. Et pour ça, tu vas explorer d'autres domaines, bidouiller et ressortir avec des réussites ou des leçons. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va sortir de ma zone d'expertise et donc de ma zone de confort et je plonge tête la première dans le monde de l'IoT. L'IoT, qu'on dit aussi Internet of Things ou alors l'Internet des objets, c'est l'idée de connecter des objets physiques entre eux grâce à Internet. Ton ampoule, par exemple, que tu contrôles à partir de ton téléphone, ça fait partie de l'IoT. Et aujourd'hui, on va fabriquer le nôtre. Donc ça, c'est notre résultat final. Bon, j'avoue qu'il n'est pas très design et pas très ouf. Et pour un début, moi je suis assez fière. On a là une horloge connectée avec l'heure, la météo, même mon petit logo Kipio pour me faire plaisir. Et on a même un Tamagotchi intégré où on peut le nourrir, le nettoyer et même jouer avec lui. Tout ça sur un panneau LED et que je peux contrôler depuis mon iPhone. Pour en arriver là, on doit passer par plusieurs étapes. La première, c'est le hardware. On doit assembler tous les composants ensemble pour que ça soit fonctionnel. Deuxième étape, il va falloir afficher quelque chose sur le panneau LED. Et pour ça, il faut installer le système, les outils et réussir à allumer ne serait-ce qu'un pixel. Ensuite, on passera à l'étape de l'horloge, c'est-à-dire afficher l'heure en temps réel et tout ça proprement. Quand on aura notre horloge disponible sur le panneau, ça veut dire qu'on sera bien prêt pour l'application iOS. Donc la quatrième étape, ça sera de développer cette application qui permet d'interagir de l'iPhone vers le panneau. Et l'étape 5, on va s'amuser un petit peu. On va ajouter un Tamagotchi sur le panneau où on va pouvoir interagir avec et même jouer avec lui. Bref, tout ça c'est pour aller un petit peu plus loin. Sur le papier, ça a l'air clair et pratique. Mais en réalité, vu que je sors totalement de ma zone de confort, j'ai rencontré plusieurs obstacles et pas que des petits. Mais au final, j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc c'est la plus grande satisfaction que je pouvais avoir. Allez, c'est parti. J'ai reçu la commande par rapport à l'horloge. Donc on va faire un petit récap de tous les composants qu'on a pour faire notre horloge connectée. Ok. Donc on a une partie ici. Normalement j'ai mis le Adafruit dedans. Notre pièce maîtresse, qui est donc notre fameux Raspberry. C'est le fameux petit ordinateur de la taille d'une carte bancaire. Et ici, comme tu peux le voir là avec tous les pics, je vais te montrer comme ça. Allez, voilà. Donc là tu vois il y a plein de pics. Et en fait on va aller connecter notre Adafruit. Voilà, qui est juste là. Voilà, donc c'est vraiment tout petit. Ça fait cette taille. Donc ça va permettre de connecter entre le Raspberry et le panneau LED, qui est juste ici. Donc il est tout petit, hein, c'est vraiment... il est minuscule. Des câbles, bien évidemment, pour connecter tout ça. Et notre power adapter. Je sais, ça fait beaucoup de composants pour un projet et peut-être que tu comprends pas tout, mais t'en fais pas, je vais t'expliquer ce que chaque composant fait, comment il fonctionne et ce qu'il va faire sur notre projet. Ce que tu vois juste ici, c'est un Raspberry Pi. C'est un ordinateur comme ton Mac ou ton PC, sauf qu'il fait littéralement la taille d'une carte bancaire et il coûte une cinquantaine voire centaine d'euros en fonction du modèle que tu décides de prendre. Il fait tourner Linux, un système d'exploitation. C'est le logiciel de base qui fait tourner ton ordinateur. Sur Mac, c'est macOS et sur PC, c'est Windows. Et sur le Raspberry, c'est Linux. Et c'est lui qui gère tout, le Wi-Fi, le Bluetooth, la mémoire, les ports USB, etc. Et en plus de ça, Linux c'est gratuit, c'est open source et c'est le système le plus utilisé au monde. Mais ce qui le rend spécial, c'est ce que tu vois juste ici, les pins GPIO. GPIO, ça veut dire General Purpose Input Output. Et en gros, c'est des prises universelles pour communiquer avec un composant externe. Ça peut être des capteurs, des moteurs. Et dans notre projet, ça sera un panneau LED. Pour fonctionner, le Pi a besoin de deux choses. Premièrement, il a besoin d'une alimentation USB-C, donc par exemple le câble de ton téléphone, avec un certain nombre de volts et d'ampères pour pas non plus faire péter le Raspberry. Et tu auras besoin aussi d'une carte micro SD qui va servir de disque dur pour notre Raspberry. Comme tu l'auras compris, le Raspberry, ça va vraiment être le cerveau de notre projet. C'est lui qui décide quoi afficher, qui va chercher la météo par exemple, ou comment l'iPhone va communiquer avec le panneau. Ici, tu as le panneau LED. 64 pixels de large et 32 de haut, donc au total 2048 pixels. Chaque pixel peut afficher n'importe quelle couleur. Le panneau parle un langage qui s'appelle le Hub 75. C'est un protocole, une façon standardisée de dire à chaque pixel quelle couleur il doit afficher. Le truc, c'est que le Raspberry Pi ne parle pas le Hub 75, il parle plus le GPIO. Donc pour connecter les deux, il nous faut un traducteur. Et c'est là qu'intervient notre petit bonnet Adafruit Matrix, ça va être le traducteur entre les deux. En gros, pour t'expliquer,
Le Pi envoie ses instructions par les pins GPIO. Le panneau attend des données, lui, qui sont en UP75, donc forcément ça colle pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le bonnet entre les deux, qui va convertir le signal en temps réel. Le point positif, c'est qu'il se clipse directement sur le Pi, t'as pas besoin de souder, donc ça facilite grandement les choses. Bien. Maintenant que tout est branché, on va pouvoir passer à la partie logicielle. Le Pi, il n'a pas de disque dur comme je te disais tout à l'heure, donc on va devoir utiliser une carte micro SD. Dedans, on va tout mettre, le système d'exploitation, le code, etc. Sur notre carte micro SD, on va installer premièrement notre système d'exploitation. Donc nous, on va prendre une version light, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interface graphique, on n'aura pas une souris, des dossiers, des fenêtres, etc. On va interagir uniquement avec le terminal. Vu que notre Raspberry n'est clairement pas connecté à notre Mac, il va falloir interagir de manière externe, donc par le Wi-Fi, entre notre Mac et notre Raspberry. Forcément, pour lui parler, on va utiliser le SSH. Si tu sais pas ce que c'est, le SSH, c'est une connexion sécurisée entre ton Mac et ton Raspberry Pi. Cette connexion se fait via le Wi-Fi. J'ouvre le terminal sur mon Mac, je tape la commande SSH avec la connexion de mon Pi et je suis dedans. Et quand tu es dedans, tu vois tout ce que le Pi voit. Tu vois tous les dossiers, tous les fichiers, bref, tu as accès à tout. Sauf que tu vois là déjà, je rencontre un premier problème et ça m'a rappelé des souvenirs de licence pro avec quand j'ai fait du Raspberry. Quand j'ai voulu allumer le Raspberry et brancher l'Adafruit et le panneau ensemble, en fait au final ça a tout fait cracher. J'avais le Raspberry qui crachait en boucle et je comprenais vraiment pas pourquoi. En fait, il y a un problème, c'est que quand je branche le Raspberry avec l'USB-C, ça fonctionne. Le truc, il me renvoie un ping, tout va bien. Je branche le bonnet dessus, ça fonctionne. Et quand je décide d'alimenter le bonnet, ça pète tout. Mais j'ai peur que ce soit en fait l'alimentation là qui soit pas bonne. À force de creuser dans ma tête et aussi de chercher avec Claude qui a pu m'aider au travers du projet, je me suis rappelé de mes cours de licence professionnelle par rapport à l'énergie qui traverse le Raspberry et les différents composants externes. Ce qui se passait, c'est que je branchais normalement mon Raspberry Pi par l'USB-C, donc c'est ça qui l'alimentait. Sauf que ici, comme tu peux voir, il y a notre Adafruit. Et en fait, j'essayais de le brancher directement par ici. Sauf que quand tu essayes d'alimenter deux composants différents qui partagent même pin d'alimentation, forcément ça fait tout crash. Et le Raspberry se coupe pour des raisons de sécurité. Et ça, c'était quelque chose que j'avais complètement oublié parce que je fais pas de l'IoT tous les jours. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai branché mon panneau à ce câble qui lui est branché directement sur un adapteur. Donc lui, il est branché sur une prise. J'ai connecté mes câbles dessus et du coup, le panneau, il est alimenté tout seul. Ça m'a pris plusieurs minutes à comprendre et à me remémorer cette histoire. Puis, on a notre beau petit Raspberry qui est connecté avec son Adafruit juste ici et connecté au panneau. On va pouvoir passer à la suite. Sauf que pour contrôler le panneau, il faut qu'on écrive du code. Et pour écrire du code, il nous faut un langage de programmation. Pour ce projet, on va partir sur Python et sur du C. Python, c'est un langage très populaire qui est utilisé dans beaucoup de domaines, notamment dans l'IA. Ça va nous permettre de gérer l'heure, appeler des API ou même générer des images. Le langage C, lui, c'est un langage qu'on dit de bas niveau, quelque chose qui va vraiment interagir avec la machine. Il est plus rapide, mais moins confortable à écrire et à comprendre. Mais quand tu as besoin de performance et d'un timing précis, c'est ce genre de langage que tu vas utiliser. Maintenant, on a notre langage qu'on va utiliser sur le Raspberry pour communiquer avec notre LED. Mais pour bien faire la liaison des deux, on va s'aider d'outils qu'on appelle une librairie. Une librairie, c'est du code que quelqu'un d'autre a déjà créé, ça évite de réinventer la roue. Surtout que ça nous aurait coûté des milliers et des milliers de lignes de code pour gérer les différents signaux électriques. Et là, en quelques lignes, on retrouve facilement notre résultat. Un truc que j'ai appris notamment avec le Raspberry, c'est le sens des composants. Au départ, tu as pu voir sur la vidéo, il n'était pas du tout dans ce sens-là, il était à l'envers. Et en fait, ça m'a coûté des heures et des heures et des heures de debug parce qu'en fait, le panneau LED au départ ne s'allumait pas du tout et je comprenais pas pourquoi. Ou alors j'avais quelques lignes de LED allumées, enfin ça a été un tout petit peu l'enfer. J'ai passé des dizaines d'heures dessus sans vraiment comprendre pourquoi. Que comme tu peux voir, il n'est pas forcément enfoncé parce que là j'ai 4 pins juste derrière qui bloquent le fait que je puisse enfoncer entièrement le petit Adafruit qui est juste là. Ça fonctionne, donc c'est déjà pas mal, mais le mieux c'est d'acheter des petites extensions qui permettent de pouvoir justement brancher ce genre de composants sur mon Raspberry et éviter de casser les pins. Parce que si vous cassez une pin, il faut racheter le Raspberry en fait. Il n'y a pas de remplacement de ce que j'ai vu sur internet, donc faites très attention avec vos pins. Mais après tous ces obstacles, j'ai lancé des démos fournies avec la librairie et je commençais à avoir des LED qui s'allument, des petits traits, j'ai même commencé à avoir des animations avec des carrés de couleurs, etc.
Donc on a commencé à avoir enfin quelque chose qui fonctionne sur le panneau et j'ai même pu afficher l'heure en temps réel. Donc maintenant la suite c'est de développer notre application iOS pour pouvoir interagir du coup avec tout notre cambouis là qui est juste là. Quoi de mieux que d'utiliser les compétences déjà acquises dans le monde de la tech, donc moi c'est le développement iOS. J'ai développé une petite app iOS qui permet d'afficher ce qu'on veut sur notre panneau. Mais avant de te la montrer, je vais t'expliquer comment fonctionne la communication entre l'iPhone et le Raspberry et du coup notre panneau LED. L'iPhone et le Raspberry Pi sont sur le même réseau Wi-Fi. Ça, c'est la base. Ils peuvent se voir sur les réseaux. Sur le Pi, il y a un serveur. Et ce serveur, en fait, c'est un programme qui tourne en permanence et qui écoute comme un standard téléphonique. Il attend qu'on lui envoie des instructions et lui, il prend ses instructions et il fait ce qu'il faut derrière. Quand tu appuies sur un bouton dans l'application, par exemple l'horloge, l'iPhone envoie une requête à notre Raspberry via le Wi-Fi. C'est exactement la même technologie que tu as quand tu navigues sur un site internet, quand tu cliques sur un bouton ou que tu cherches une donnée, c'est comme ça que ça interagit, c'est vraiment la même chose. Par exemple sur ton navigateur, au lieu de lui demander une page, on va tout simplement lui demander l'heure. Et le programme C, lui, affiche instantanément sur le panneau. En fait, ton iPhone, il devient vraiment la télécommande, le Raspberry, c'est le cerveau, et ton panneau, c'est comme l'écran. Mais aujourd'hui, on a enfin notre panneau LED connecté avec notre iPhone et on peut interagir avec. On a l'horloge, le Tamagotchi, la météo, etc. On peut bien évidemment rajouter des trucs derrière, mais pour un début, je suis vraiment ultra satisfaite. Alors oui, comme je disais au début, c'est pas hyper design, il y a des choses à améliorer, mais on commence tous quelque part. Et ça m'a redonné goût à l'IoT, ça m'a redonné goût à manipuler et bidouiller des trucs, et notamment entre le physique et le logiciel, donc là plus par rapport à l'application iOS. Ça m'a même donné des idées d'applications à faire, alors pourquoi pas continuer et se lancer dans plusieurs projets par rapport à l'IoT, mais aussi par rapport au développement iOS. Et en fait, ça m'a rappelé des souvenirs, notamment du passé, mais ça m'a permis de remettre des connaissances de nouveau qui étaient très lointaines dans ma mémoire et les remettre au goût du jour. J'ai réappris beaucoup de choses sur le hardware, donc franchement c'était ultra fun à faire, même si c'était pas du tout de la façon dont je l'avais prévu, mais bien évidemment, on ne peut jamais prévoir que la chose soit parfaite, mais la chose est là, donc c'est le principal. Et si toi aussi tu es un développeur ou même si tu t'y connais pas du tout et que tu veux te lancer, n'hésite pas parce que regarde, même si c'est pas très joli design, c'est fonctionnel. Et je suis très très contente du résultat et petit à petit tu peux améliorer bien évidemment, pourquoi pas rajouter un cadre, du plexiglas parce que juste voir comme ça c'est ça fait un petit peu moche, mais au moins on a un début et je suis ultra contente de me dire que j'ai réussi et que je suis sortie de ma zone de confort. En tout cas si toi la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire, ça me ferait ultra plaisir vu que c'est vraiment un format qui change de ce que je fais habituellement. On se revoit dans une prochaine vidéo, on se big off plus tard, c'était Okip. Ciao ciao!